Merci d'être venu jusqu'à Landéen, déjà sous cette neige qui était imprévue, mais qui n'était pas annoncée, mais je pense que tout le monde a pu arriver. Je pense qu'il y a peut-être des personnes qui vont arriver un petit peu en retard, mais ils vont prendre en cours le discours et en espérant qu'ils pourront le revoir par la suite, parce qu'on est filmé également, et je mettrai en ligne par la suite. Merci au Conservatoire d'avoir fait cet entracte musical qui nous fait du bien en ce moment. Bonsoir à tous. Je vous souhaite à toutes et à tous mes meilleurs vœux de santé, de solidarité et de bonheur. Monsieur le préfet, monsieur le conseiller régional représentant le président de la région Bretagne, mesdames et messieurs les vice-présidents représentant le président du conseil départemental. Je crois que j'ai vu Vincent tout à l'heure et quelques vice-présidents. Monsieur le président de Saint-Brieuc-Armor Agglomération, mesdames et messieurs les élus de la région, du département, de Lamballe-Terre-et-Mer, des communes du territoire et d'ailleurs, mesdames et messieurs les représentants de l'État, mesdames et messieurs les représentants des chambres consulaires, monsieur le directeur départemental des sapeurs-pompiers accompagné de ses collègues, monsieur le colonel Privat, qui vient d'arriver aussi, il n'était pas prévu, bienvenue. La météo, la neige l'a fait venir sur le territoire. Mesdames et messieurs les acteurs du monde économique et de la vie associative, mesdames et messieurs en vos titres et qualités. Mesdames et messieurs, c'est une première pour moi, en tant que président de Lamballe-Terre-et-Mer, pour vous présenter mes vœux pour notre agglomération. Et je suis ravi de vous retrouver toutes et tous à mi-mandat électif. Madame le maire, Nathalie, je sais pas où elle est. Elle est là, voilà. Merci de nous d'accueillir la cérémonie des vœux institutionnels de Lamballe-Terre-et-Mer à Landéa. Mes chers collègues, chers partenaires, permettez-moi de revenir sur ce début de mandat atypique et inédit, caractérisé par une succession et par une combinaison de crises. La crise sanitaire, la crise économique, la crise géopolitique, la crise énergétique, cette crise sociale et cette crise climatique. Ils ont eu un fort impact inédit sur nos budgets respectifs, y compris dans nos collectivités et sur nos politiques publiques. Nous avons vécu une crise sanitaire mondiale inédite par son ampleur et par sa violence, qui a conduit les gouvernements à prendre des mesures drastiques dans le but d'endiguer la propagation du virus et d'atténuer les pressions sur les systèmes sanitaires déjà sous tension et fragiles. Les conséquences sur la vie économique ont été très importantes et nous en vivons encore aujourd'hui les conséquences sur notre territoire. Durant des longs mois, nous avons cessé, au gré des confinements, des déconfinements, au gré des vagues épidémiques successives, de continuer à assurer nos missions de service public auprès de la population. Et nous avons dû inventer, innover et réorganiser le service public. Et puis, progressivement, nous sommes sortis du déconfinement, du fonctionnement de crise, et nous avons repris le rythme de nos échanges. Des réunions en présentiel, de nos délibérations, en oubliant certainement un peu trop rapidement que le monde avait changé. L'économie française commençait à se relever de la crise du Covid-19, mais en février 2022, la crise géopolitique avec la guerre en Ukraine a fait flamber le prix de l'énergie et les matières premières. En l'absence de bouclier tarifaire pour de nombreuses entreprises et pour la majorité des collectivités, les prix ont flambé et ont déséquilibré les budgets. La crise sociale, ancienne et profonde, s'est accentuée
avec des difficultés croissantes de pouvoir d'achat et une inflation à son plus haut niveau. Les plus précaires sont de nouveau fragilisés. En avril 2022, le 6e rapport du GIEC, consacré aux solutions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, était publié. Les années 2015-2022 ont été en effet les années les plus chaudes jamais enregistrées selon l'Organisation météorologique mondiale, causant des dégâts irréversibles pour les glaciers et faisant évoluer le niveau des océans. Faut-il rappeler que la Bretagne et l'Ambelle-Terre-et-Mer ont connu l'année passée plusieurs phénomènes météorologiques, des inondations, des gelées, des températures très chaudes, des incendies et une sécheresse inédite tant par son ampleur que par sa durée. Monsieur le préfet, vous rappeliez lors de vos vœux que l'alerte sécheresse a été levée seulement le 21 novembre dernier dans les Côtes-d'Armor. L'eau est un bien commun de l'humanité. Cette ressource se fait rare, même en Bretagne, et elle met en concurrence les usages. Nous devons veiller, grâce à nos politiques publiques, à ce qu'elle soit préservée tant en quantité qu'en qualité. Je vois le président du SDAP. Nous voyons à chaque épisode climatique que nos bâtiments, que nos aménagements urbains, que nos politiques publiques ne sont pas adaptés à ce contexte. Et cela ne peut nous laisser indifférents et nous devons nous adapter. Selon Météo France, et depuis les relevés de 1900, 2022 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée en France. Elle est un symptôme du changement climatique et cela pourrait être la normalité en 2050. Après 27 COP, conférences des parties, et 6 rapports du GIEC, des milliers de rapports scientifiques depuis au moins 30 ans, nous ne le découvrons pas, nous le savions. Nous avons été collectivement trop sûrs de nous, de notre capacité à surmonter les difficultés, à faire comme avant, car cela a toujours fonctionné ainsi. Aujourd'hui, nous devons tous agir très rapidement, ensemble, citoyens, acteurs économiques et collectivités, devant cette crise climatique. Selon l'INSEE, si les tendances démographiques récentes se poursuivent, 3,6 millions d'habitants résideront en Bretagne en 2070, soit 283 000 Bretons de plus qu'en 2018. Le vieillissement de la population toucherait tous les départements bretons, mais à des degrés différents. En 2070, la plupart des personnes de plus de 65 ans seraient plus de 38% dans les Côtes-d'Armor. Actuellement, nous sommes 20%. Il y a 20% de personnes âgées de plus de 65 ans. Vous allez avoir 2 fois plus de personnes de plus de 65 ans à l'horizon 2070 si ça continue ainsi. Cela doit nous questionner. Quel service public? Quel logement? Quelle mobilité? Quel service d'aide à domicile? Quelle capacité de nos structures d'accueil, des EHPAD, des résidences autonomie, etc. Nous devons faire preuve de résilience pour nous adapter au changement climatique et gérer les crises, transformer nos politiques publiques en tenant compte de cette évolution démographique. C'est ce que nous avons commencé à faire à l'Ambelle-Terre-et-Mer, discrètement, car c'est ainsi que nous sommes, des gens trop discrets. Pourtant, il me semble que nous devons aller contre notre nature et faire savoir que l'Ambelle-Terre-et-Mer est un territoire de transition, car nous avons déjà amorcé le tournant, et nous sommes un territoire en transition, car nous sommes aux prémices de ces changements. Je reviendrai un petit peu sur l'année 2022, où nous avons, et je commencerai par la gouvernance et la collaboration. 2022 aura été l'année de l'adoption de notre pacte de gouvernance. Cet acte fondateur pour l'Ambelle-Terre-et-Mer
n'est qu'un début, mais cela nous a permis de faire évoluer la gouvernance en mettant en place des réunions de secteur pour aller au plus près des maires, des adjoints, des conseillers municipaux, des directeurs généraux des services des communes. Ces espaces d'information, de partage, d'échange sont essentiels à la compréhension des politiques publiques conduites par notre agglomération. Sur chacun des 6 secteurs, j'ai, par exemple, conduit 3 séries de réunions d'information sur la loi climat et résilience, sur la stratégie foncière et les travaux du SCOT notamment. Les vice-présidents et les conseillers délégués se sont aussi saisis de ce format pour aller expliquer les orientations et les choix votés en conseil communautaire, soit en réunion de secteur ou aller directement lors des conseils municipaux. Cela sera poursuivi en 2023 afin d'adapter nos services au plus près du besoin du citoyen. Nous avons testé aussi de nouveaux formats de travail avec les maires, avec les conseillers communautaires, en organisant des plénières pour nous permettre de partager les enjeux et de construire une position commune de territoire. En 2023, il nous faudra stabiliser nos instances de dialogue interne dans le cadre de l'intérêt général, dans un climat de confiance et de loyauté. Concernant la démocratie citoyenne, nous avons, en 2022, installé un conseil de développement transitoire. Il sera, en 2023, installé définitivement auprès d'un appel à candidature à l'été. Cette instance participative, dont les modalités de coopération avec l'agglomération seront à discuter au premier semestre, constitue un lieu privilégié de dialogue entre les citoyens, la société civile et les élus. Je voulais saluer le travail collaboratif avec les partenaires de Lamballe-Terre-et-Mer, sans qui nous ne pourrions pas déployer nos actions. Tout d'abord l'État, qui est et qui sera toujours à nos côtés, n'est-ce pas, Monsieur le Préfet, notamment par le dispositif Petites Villes de demain, le contrat de relance de transition écologique, le fameux CRTE, le Fonds vert, mais aussi comme interlocuteur de confiance privilégié pour accompagner les transitions sur notre territoire. Merci à vous, Monsieur le Préfet, pour votre écoute, votre disponibilité et votre présence ce soir. Merci aux services de l'État, je sais que les services sont présents, pour la qualité des échanges qui ont lieu régulièrement avec les services de Lamballe-Terre-et-Mer. Nous ne sommes pas toujours d'accord, mais nous parvenons à chaque fois à trouver une solution via le consensus. La région est un partenaire historique des EPCI, des intercommunalités. Et en Bretagne, cette coopération est fructueuse depuis des décennies. Mesurons cette richesse qui est loin d'être la norme en France. Des contractualisations, des schémas de sectoriels, le pacte de cohérence, une CTAP, une conférence territoriale de l'action publique, autant d'outils pour construire ensemble une Bretagne résiliente, différenciée et solidaire. Le département est un partenaire du quotidien pour l'agglomération Lamballe-Terre-et-Mer, mais également pour notre CIAS, Centre intercommunal d'action sociale, qui intervient sur la majorité de nos communes. La question du vieillissement de la population est un enjeu fondamental pour notre territoire. À l'heure de la négociation du nouveau contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, le fameux CEPOM, nous ne devons pas oublier qu'au-delà de la démarche de contrat et d'évaluation de la performance, qui est louable dans ce contexte financier actuel, notre question essentielle est la prise en charge de la dépendance d'une population de plus en plus nombreuse de personnes âgées et handicapées. Et je sais que le président du département est un interlocuteur à l'écoute. Et nous serons amenés à échanger très prochainement sur ce sujet, ainsi que sur le projet du village Alzheimer. Je souhaite également remercier mes collègues
présidente et président de PCI costarmoricains, et particulièrement nos voisins. Ronan Cardraon, président de Saint-Brieuc Armor Agglomération, avec lequel nous travaillons étroitement et en confiance. Au sein du syndicat mixte de la baie, sur le SAGE, sur le schéma d'aménagement de la gestion de l'eau, sur le 3e plan de lutte contre les algues vertes et sur le SCOT, le schéma de cohérence territoriale. Nous échangeons régulièrement pour imaginer l'aménagement de notre territoire, de nos 2 EPCI, de nos 70 communes, situées entre les 2 métropoles rennaises et brestoises, afin de le rendre plus attractif. Nous travaillons également avec notre voisin de l'Est, je ne sais pas s'il est présent, Arnaud Lécuyer, président de Dinan Agglomération. Nous mutualisons certaines politiques publiques pour que les habitants accèdent aux services quand ils résident dans des bassins de vie communs à nos 2 EPCI. Nous collaborons également sur les travaux de la ligne ferroviaire Lamballe-Dinan, dossier éminemment stratégique pour accentuer une mobilité bas carbone. Enfin, je voulais terminer ces remerciements aux partenaires par des remerciements aux 38 maires des communes de Lamballe-Terre-et-Mer. Lamballe-Terre-et-Mer, c'est 38 communes, 38 femmes et hommes maires et plus de 800 conseillers municipaux. Mais une seule et même envie de proposer un service public de qualité et de proximité à nos habitants. Lamballe-Terre-et-Mer, c'est vous, c'est nous, ensemble. Nos collectivités sont complémentaires et non concurrentes. C'est ensemble que nous pourrons affronter les défis qui sont face à nous. Et c'est bien ensemble que nous trouverons des solutions dans le dialogue. L'été 2022 a été celui de la renaissance. La renaissance des festivals, des rassemblements festifs, associatifs, culturels, sportifs, ont de nouveau pu avoir lieu. Et cela n'a été un réel plaisir de se retrouver en créant ce lien social. Ces événements sont une richesse pour notre territoire. Et je tenais à remercier tous les organisateurs sous nos différentes communes. L'été 2022 a été également celui de l'inauguration du musée Mathurin-Méheut, que j'ai le plaisir de présider au titre de président du GIP, du groupement d'intérêt public, avec les 3 vice-présidents. Cet équipement de territoire est dans un site patrimonial remarquable, a accueilli près de 25 000 visiteurs pour la première courte saison de 7 mois. La trajectoire est posée. Le musée Mathurin-Méheut est un pôle d'attractivité culturelle pour notre territoire de l'agglomération, mais aussi à l'échelle départementale et régionale. Afin de pouvoir accueillir de nouveaux habitants, nos systèmes d'assainissement doivent être mis en conformité afin de préserver notre environnement. Depuis le transfert de la compétence en 2019, pour une partie du territoire, de nombreux chantiers ont été effectués, et parfois en regroupement 2 ou 3 sites. En 2023 et jusqu'à la fin du mandat, des chantiers vont se poursuivre avec notre volonté de mettre l'ensemble des systèmes d'assainissement en conformité pour 2026. Vous avez bien entendu, monsieur le préfet. À ce jour, 90% des abonnés raccordés au système d'assainissement collectif sont en conformité, y compris nos acteurs économiques. Autre raccordement essentiel pour les habitants et pour les entreprises, la fibre et la 4G. Nous travaillons avec l'État également pour renforcer le maillage téléphonique des antennes afin de combler ces zones blanches. Plusieurs pylônes ont été érigés sur le territoire et d'autres suivront. La région Bretagne, via le syndicat mixte Mégalis, déploie aussi ce réseau fibre financé par l'Europe, par l'État, la région Bretagne, le département et nos agglomérations. Pour Lamballe-Terre-et-Mer, c'est plus de 4 millions d'euros qui nous restent à investir pour aménager notre territoire avant la fin du mandat.
En 2026, toute la Bretagne sera fibrée et connectée. Merci Camille. Et 2 pages 11. L'imprimante a voulu imprimer 2 fois le document. Je ne vais pas vous relire 2 fois la même chose. Quelle vision pour notre territoire? En 2023, Lamballe-Terre-et-Mer, territoire de transition, car nous avons déjà amorcé ce tournant, un territoire en transition, car nous sommes qu'aux prémices de ces changements. Ces crises combinées et successives sont une opportunité pour sortir des schémas traditionnels et pour construire un nouveau modèle de développement. Plusieurs secteurs ont déjà entrepris leur mutation. Plusieurs politiques publiques ont déjà évolué. Je vais commencer par un secteur dont la compétence est au niveau de PCI et souvent dans la presse, la collecte et le traitement des déchets de ménage et des déchets assimilés. Depuis le 1er janvier 2022, Lamballe-Terre-et-Mer est la première EPCI des Côtes-d'Armor à avoir uniformisé la tarification des déchets sur les 38 communes et à avoir déployé une tarification incitative. Le caractère incitatif de la tarification est mis en place par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 comme un des leviers permettant d'atteindre les objectifs de réduction des volumes de déchets. Les premiers chiffres sont tombés et nous confirment une réduction de 9% du tonnage des EMR pour 2022 sur l'ensemble du territoire. Changer ses habitudes de consommateur d'un service public n'est pas simple. Surtout quand on nous demande de devenir un acteur d'une nouvelle filière économique. Le déchet n'est plus un rebut, mais bien une ressource réutilisable. C'est une approche d'économie circulaire qu'il nous faut collectivement comprendre, expliquer et appliquer. Lamballe-Terre-et-Mer poursuivra dans cette voie, adaptant si nécessaire les modalités, sans pour cela remettre en cause les fondements de cette politique publique exemplaire. Le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas. Vous le savez tous. La préservation de la biodiversité est cruciale pour notre alimentation et pour l'agriculture. Je dirais même qu'elle est cruciale pour nous, humains. L'oxygène que nous respirons, notre nourriture et l'eau que nous consommons, de nombreuses matières premières qui nous servent à nous loger, à nous vêtir, tout cela nous vient de la nature. Lamballe-Terre-et-Mer agit pour cette préservation de notre environnement. L'Atlas de la biodiversité intercommunale, l'approbation en 2022 de la stratégie biodiversité 2022-2027, la candidature à la labellisation Espace remarquable de Bretagne pour les Landes de la Poterie, la candidature de territoire engagé pour la nature, dont les résultats ne sauraient tarder, on va patienter un petit peu, sont autant d'outils pour connaître, préserver et valoriser la biodiversité de notre territoire. Nous sommes tous concernés dans nos jardins, dans nos espaces publics, dans nos champs. Et cela me permet de faire la transition vers un secteur en mutation, essentiel à Lamballe-Terre-et-Mer, notre agriculture. Ce pilier constitutif du territoire vit des changements nécessaires. L'agglomération, par ses politiques publiques et ses actions, accompagne d'ores et déjà les agriculteurs et ses entreprises dans ces évolutions. Nous devons collectivement aller plus loin pour contribuer à la priorité régionale de souveraineté alimentaire de la Bretagne. Fin 2022, le Conseil communautaire a voté un financement de plus de 300 000 € pour contribuer au dispositif de paiement pour services environnementaux, les fameuses PSE, inscrits dans le cadre du contrat territorial de la baie de Saint-Brieuc. Cette action
conduite conjointement avec l'Agence de l'eau, l'État, le département et Saint-Brieuc-Armor Agglomération, est essentielle pour accompagner le monde agricole au changement de modèle et de pratique. Elle s'inscrit pleinement dans l'ambition de Lamballe-Terre-et-Mer d'être un territoire en transition afin de préserver notre environnement. En 2022, nous avons également engagé notre programme alimentaire territorial, le fameux PAT. Cet outil fait le lien avec les communes en travaillant avec sur la restauration collective, mais aussi avec les producteurs locaux pour renforcer ou créer des liens plus forts entre les producteurs et les consommateurs. Le PAT nous permet de discuter avec les agriculteurs de la résilience alimentaire. Parallèlement à la conduite du PAT, nous sommes également engagés avec nos collègues de Saint-Brieuc-Armor Agglomération, une nouvelle fois, dans une coopération européenne, Localit, qui a pour objet de proposer aux acteurs des 5 partenaires GAL européens sur notre territoire, la Finlande, la Suède, la Belgique, le Cotentin en France, des solutions pratiques pour faire des produits alimentaires locaux un levier de développement économique local et de relocaliser de la valeur ajoutée. Enfin, 2023 verra, et je l'espère, l'adoption du plan climat-énergie territorial, PCAET. Ce dossier fondamental et structurant pour Lamballe-Terre-et-Mer. À travers ce PCAET, nous allons pouvoir identifier et mettre en œuvre collectivement des actions d'adaptation au changement climatique. Cette résilience de notre territoire pour anticiper, gérer les crises, transformer nos politiques publiques est fondamentale. Nous n'avons pas d'autre choix que d'agir. Aussi, et compte tenu des enjeux, je vous invite à participer aux différents temps de concertation qui seront proposés au cours de l'année. Une nouvelle série de réunions de secteur vous sera proposée à ce sujet avec la Transi-Team, élus et techniciens. 2023 verra l'inauguration du parc éolien de la baie de Saint-Brieuc. Ces éoliennes qui ont fait couler beaucoup d'encre. C'est pas, monsieur le préfet. Mais aussi, je vous pose la question, avions-nous le choix? En pleine crise énergétique et avec le risque de délestage électrique, nous sommes trop fragiles et dépendants en matière énergétique en Bretagne. Alors, soyons d'abord moins consommateurs, soyons plus sobres, et comment être moins dépendants des énergies fossiles si nous ne produisons pas d'énergie renouvelable? Comment assurer notre souveraineté énergétique sans ces éoliennes terrestres, sans ces panneaux photovoltaïques, sans la méthanisation? Ces 62 éoliennes de 8 MW assurent la consommation de 835 000 habitants, ou 9% de la consommation électrique bretonne. Et le raccordement entre la terre et la mer est positionné sur le territoire de Lamballe-Terre-et-Mer. Et de là à dire que nous sommes autosuffisants. En électricité, il n'y a qu'un pas. Nous aurons au sein de Lamballe-Terre-et-Mer à nous positionner en 2023 sur ces questions de production d'énergie renouvelable. Je vous propose de participer également à différentes réunions sur ce sujet. En matière de mobilité, je souhaite que nous puissions imaginer et construire une politique publique de mobilité multimodale et bas carbone, adaptée à notre territoire rural, très dépendant à la voiture individuelle. Lamballe-Terre-et-Mer ne fait pas exception en matière de mobilité. Nos déplacements se font majoritairement en voiture. Or, nous devons, et nous le savons, changer radicalement nos manières de nous déplacer. Tout d'abord, réduire. Il nous faut moins nous déplacer. Ensuite, il faut développer un système de mode partagé, tourné vers le train, le covoiturage, les pistes cyclables et la marche. Lamballe-Terre-et-Mer participe également à la hauteur de 3 millions d'euros à la rénovation de la ligne ferroviaire Lamballe-Dinan, dont les travaux devraient se dérouler cette année.
Cet investissement conséquent doit permettre au train de gagner en confort et en rapidité afin d'être plus avantageux que la voiture individuelle sur ce trajet. La gare TGV de Lamballe-Armor est un atout considérable pour notre territoire et permet de l'irriguer. Nous y aménageons les abords et les parkings qui restent gratuits en accord avec les élus de Lamballe-Armor. Nous devons renforcer la communication sur les possibilités offertes aux travailleurs du quotidien, en complément de l'offre du transport Distribus qu'il nous faut adapter. Nous avons déjà le partenaire EOP pour le covoiturage. De nombreuses communes réalisent des pistes cyclables et nous devons mieux les interconnecter pour favoriser ces déplacements du quotidien en vélo. Tous ces changements vers une mobilité moins carbonée doivent être accompagnés par des actions de communication et de pédagogie. Je ne doute pas que notre délégataire sera à l'écoute de nos attentes. Changeons nos pratiques et décarbonons également nos flottes de véhicules. Dans l'objectif d'aménager notre territoire, il est fondamental d'aborder le sujet du foncier. Depuis plus d'un an, nous en parlons régulièrement au sein de l'agglomération et au niveau du syndicat mixte de la baie de Saint-Brieuc avec l'agglomération Briochine. Les maires le savent bien, nous allons devoir consommer moins d'espaces naturels, agricoles et forestiers. La loi climat et résilience nous y contraint, car nos ressources ne sont pas inépuisables et nous devons préserver notre environnement et garantir du foncier pour nos agriculteurs. Nous devons répartir du foncier pour l'habitat et pour l'économie et pour nos infrastructures, pour nos 38 communes. Alors comment faire ? Comment faire avec 38 documents d'urbanisme ? Comment faire avec 38 objectifs d'accueil de populations différents ? Comment concilier accueil et développement des entreprises et construction de logements pour la population avec 38 documents d'urbanisme différents? Mes chers collègues, nous n'y arriverons pas. Nous ne sommes pas 38 communes hermétiques. Nos habitants travaillent, vivent, font leurs courses, vont à la bibliothèque, au cinéma, au stade de football, sur plusieurs communes. La seule porte de sortie à terme, c'est le PLUI. Une stratégie foncière partagée est une première étape indispensable et ce sera notre chantier en 2023. Dans le cas contraire, chacun jouera sa partie en tenant compte du voisin, sans tenir compte du voisin. Et cela va à l'encontre de l'esprit communautaire auquel nous sommes toutes et tous attachés. Nous en parlerons très prochainement lors de nos prochains échanges dès le mois de février. Au second semestre 2023, nous organiserons l'inauguration de la halle du sport du Liffré. C'est un nouvel équipement communautaire qui permettra d'accueillir nos associations avec une capacité d'accueil de plus de 800 personnes. Et cela nous permettra de pouvoir organiser des compétitions sportives régionales. Ce nouvel équipement sportif sera une plus-value pour conserver l'attractivité de notre territoire dans la ville-centre de Lamballe-Armor. Le dernier projet que je souhaitais mettre en avant à l'occasion de ces vœux, c'est le contrat local de santé, le CLS, que nous allons signer, monsieur le préfet, début février. Cet outil, porté conjointement par l'Agence régionale de santé, Bretagne, et Lamballe-Terre-et-Mer, vise à fédérer les acteurs du territoire, élus, professionnels, bénévoles et habitants, pour un parcours commun et répondant à des enjeux en matière d'accès aux soins et de la santé publique, dans le but d'améliorer la santé de notre population. Les partenaires vont donc œuvrer jusqu'en 2027 autour de 4 grandes ambitions. La prévention et la promotion de la santé, l'accès aux soins pour tous, l'accompagnement des populations vulnérables et leurs aidants,
la participation citoyenne et interconnaissance entre les acteurs du territoire. Cet outil est essentiel pour notre territoire et ses habitants. Chers collègues, chers partenaires, vous l'avez compris, aujourd'hui nous sommes à la croisée des chemins. Nous ne pouvons plus faire comme avant. Nous devons imaginer demain et après-demain. Nous devrons dorénavant questionner l'impact de nos politiques publiques sur la santé de la planète et de l'humanité. Nous devrons dorénavant exiger que chaque euro dépensé soit un euro utile pour adapter, changer, construire le service public de demain. Et c'est pour cela qu'en début 2023, nous allons travailler à introduire le principe de l'éco-conditionnalité des aides aux entreprises, à l'agriculture et aux associations. Aussi, je vous propose, c'est d'agir pour ne pas subir la succession de crises interdépendantes. Ce que je vous propose, c'est d'unir nos envies, nos moyens au bénéfice des habitants et des usagers de ce territoire. Ce que je vous propose, c'est de co-construire dans l'intérêt général et avec équité les politiques publiques qui permettront à nos enfants et à nos petits-enfants de trouver un territoire solidaire où il fait bon vivre. Ce que je vous propose, c'est de préserver l'avenir, d'assumer nos responsabilités vis-à-vis de nos choix, de nos actions et vis-à-vis de nos enfants et petits-enfants. Et donc de revoir nos politiques publiques et nos choix d'investissement. Le monde a changé. Nous devons aussi changer. Cela ne sera pas simple. Mais si nous travaillons dans un climat de confiance, de respect et de loyauté, nous y arriverons. Nous faisons des envieux, une biodiversité remarquable, un tissu économique diversifié avec des industries chefs de file, des PME innovantes, des artisans de proximité et des agriculteurs engagés, des associations nombreuses et investies pour maintenir le lien entre les personnes, et des partenaires institutionnels à l'écoute de nos besoins. En un mot, un écosystème propice aux transitions. Nous, élus, avons la responsabilité de préserver et de faire grandir notre territoire tout en contenant notre développement, car nos ressources ne sont pas inépuisables, et ce, afin de transmettre aux futures générations. Je n'oublie pas que sans les agents de nos collectivités respectives, je regarde le DGS en même temps qui transmettra à l'ensemble des agents, en tant que président, je n'oublie pas que sans les agents de nos collectivités respectives, et en tant que président, je pense particulièrement à ceux de l'Ambalter-et-Mer, que rien ne serait possible. J'aurai l'occasion, lors de ces vœux au personnel, jeudi prochain, de leur témoigner ma reconnaissance pour leur engagement. Pour conclure, je fais mienne des paroles d'Edgar Morin, 101 ans, sociologue, philosophe, directeur de recherche émérite au CNRS et théoricien de la complexité. L'enjeu n'est pas seulement de sauvegarder la nature, mais de prendre conscience que notre survie est menacée de l'intérieur par nos modes de vie, de consommation, de circulation, et par notre façon d'être soumis à la dictature du profit, qui est contraire à la possibilité de régénérer des ressources de la planète. Aujourd'hui, ma préoccupation, c'est le destin de l'humanité sur Terre. Je vous remercie une nouvelle fois pour votre présence. Je vous renouvelle mes meilleurs vœux de santé, de solidarité et de bonheur. Place maintenant à la convivialité. J'ai souhaité que l'on mette en avant notre territoire de terre et de mer, nos productrices et producteurs locaux qui ont à cœur de proposer des produits de qualité, respectueux de la nature, tout en restant sobres. Vous comprendrez pourquoi sobre. Vous avez un petit affichage avant, vous avez le nom des producteurs qui sont affichés auprès des tables en même temps, avec un traiteur local. Bonne soirée à vous tous et encore une nouvelle fois, bonne année à vous tous et à vos proches.